Les entretiens des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Gisèle Pélicaud, pourquoi un tel malaise? Lui, Brigitte, Nolo, la convergence des luttes. Philippe Murer, son analyse brillante sur le conflit. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Yann Penaud, Pierre-Louis Garnier, L'Abeille, Divergente, Mister Gilly Gilly. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de passion et de menaces sur la liberté d'expression. Alors, comment faire? Eh bien, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. L'affaire Pélicaud. Pourquoi un tel malaise? Attendez, qu'il n'y ait pas de quiproquo. Je ne vais pas décrire le malaise que nous avons eu l'année dernière quand nous avons découvert cette sordide affaire. Non, non, je vais traiter du malaise suscité par le traitement médiatique. Des faits étranges, vous ne trouvez pas? Gisèle Pélicaud est érigée au rang de star médiatique mondiale. Pourquoi elle? Il y a tant de victimes en ce bas monde. Un indice. C'est une victime d'hommes ordinaires, banals, des gens du peuple, quoi. Agression chez les déplorables, les gueux, la France périphérique. Oui, il y avait de quoi exciter tous les bobos de centre-ville. Mais quand on regarde de plus près, ce narratif qui nous est proposé par les médias ne tient pas la route. Voyez déjà le mari de Gisèle Pélicaud, un homme ordinaire? Pas vraiment. Dominique Pélicaud. Bon, il y a évidemment ses agressions sur sa femme sous camisole chimique. Déjà, livrer sa femme à des inconnus sélectionnés sur un site libertin, c'est déjà un signe de perversion. Mais voyez son casier judiciaire, il est très chargé. Il est accusé du meurtre et de l'agression sexuelle de Sophie Narme, âgée de 23 ans, en décembre 1991 à Paris. Il est soupçonné dans une autre agression sexuelle, Estella B., une autre jeune femme, agente immobilière de 19 ans, victime d'une agression le 11 mai 1999 à Villeparisis. Les enquêteurs n'ont jamais écarté d'autres agressions sexuelles et meurtres. On a affaire à un serial criminel, un psychopathe. Dominique Pélicaud avait été arrêté en 2010 pour avoir filmé l'entrejambe de femmes à leur insu dans un supermarché de Seine-et-Marne. À cette occasion, un prélèvement ADN est réalisé et permet de faire le lien avec l'affaire de 1999, bien que cette concordance n'ait jamais été exploitée à la suite d'erreurs dans les instructions des deux affaires. Sa fille et son petit-fils l'accusent également d'agression sexuelle. Il n'y a pas un point qui vous dérange dans ce que je vous ai lu? Eh oui, le dysfonctionnement de la justice. Il était connu et puis rien, pas de poursuite. C'est quand même un fait très troublant. Et lorsqu'on sait qu'il a été arrêté dans un supermarché en train de filmer une fois de plus l'entrejambe de femmes à leur insu, alors là c'est le pompon. Parce qu'il avait tendance à faire cela à peu près chaque semaine. Dominique Pélicaud a donc échappé à la justice pendant 40 ans. Il possédait sur son ordinateur des fichiers criminels. Que de points communs avec d'autres criminels très célèbres, les Fourniret et les Marc Dutroux. Et lorsqu'on nous explique c'est un homme ordinaire, non, ce n'est pas un homme ordinaire, c'est un psychopathe, un pervers polymorphe. Et chose très très étrange, sur la centaine, j'arrondis, de complices de Dominique Pélicaud, il n'y a pas de notable. Très étonnant. Les explications que j'ai cherchées et que j'ai trouvées ne tiennent pas la route. Oui, il n'y aurait pas eu de notable pour des raisons politiques, comme si les inconnus se présentaient sur les réseaux sociaux avec leur carte de parti ou en haut de forme. Ah oui, le côté glauque effraierait les notables. Toutes les affaires de mœurs prouvent l'inverse. Et il faut écouter d'ailleurs les complices de Dominique Pélicaud. Eux, pour se défendre, évoquent des jeux libertins. Qui a vendu pendant 2 siècles le libertinage au peuple? Qui pratique majoritairement le libertinage en France?
Qui a combattu la morale, la décence, la vertu au nom de ce libertinage? La gauche, les élites, les notables. On va se rafraîchir la mémoire. En 1977, Jack L. signe avec d'autres personnalités une pétition rédigée par Gabriel Maznev demandant la dépénalisation des relations sexuelles entre adultes et mineurs. En 2021, Jack a reconnu que c'était une bêtise. C'est quand même fort de café. Depuis le XVIIIe siècle et la Révolution française, les progressistes, cette gauche, nous présentent le divin marquis, pas moi, non, l'affreux, le marquis de Sade, comme un révolutionnaire, un guide, alors que c'est un homme profondément méchant et pervers. Don Juan, un déconstructeur. Que dit Molière? Un seigneur, méchant homme. Et autres sottises sordides. Et aujourd'hui, il s'en lave les mains. Poids, Regardez ces gueux, la banalité du mal existe chez les gens normaux. il se moque vraiment du monde. Dominique Pellicot n'est pas un homme normal. Quant à ses complices, lorsqu'on étudie leur cas, on s'aperçoit qu'eux aussi sont des pervers. Ce sont généralement des gens qui ont des addictions au sexe. Et puis, il y a ça. Son père détenait un dossier intitulé Ma fille nue sur son ordinateur. Sa mère lui a lancé Arrête de te donner en spectacle. Caroline Darian, fille de Gisèle et Dominique Pellicot, a porté plainte contre son père pour soumission chimique et abus présumés. Pourtant, à ce jour, la procédure n'avance pas et reste au point mort. Pendant ce temps, sa mère a refait sa vie et profite de sa notoriété et semble ignorer la profonde souffrance de sa propre fille. Et lorsqu'on l'interroge sur le sujet, elle ne cherche même pas à savoir connaître la vérité pour sa propre fille. Le monsieur Pellicot, dans ses interviews, est assez étrange, oui, parce que Gisèle parle de monsieur Pellicot. Tout comme le fait qu'elle porte toujours son nom, alors que le divorce a été prononcé fin août 2024. Mais peut-être que ce nom fait mieux vendre. À noter qu'il s'agit là du deuxième divorce du couple Pellicot, puisqu'ils ont divorcé une première fois en 2001 pour des raisons financières liées aux dettes de Dominique Pellicot avant de se remarier en 2007. C'est vrai, c'est très curieux. Porter le nom de son bourreau comme un argument publicitaire, cela m'échappe. Et dans cette étrange famille, je voudrais le fils. J'écris mon one-man show autour du procès de mon père. Le projet du fils de Gisèle Pellicot divise. Mais qui fait ça en fait? Se servir des agressions qu'a subi sa mère et du procès de son père pour en faire un one-man show? Mais c'est super malsain, mais quelle famille de perturbés! Remarquez qu'après un tel drame, il y a peut-être des explications. Non, ce qui est malsain, c'est la couverture médiatique et d'avoir imposé un narratif qui ne correspond pas vraiment à la réalité. Mais qui est derrière ce plan média? Le gendre de Gisèle Pellicot se révèle être le rédacteur en chef de la matinale de BFM TV. Livre qui devient best-seller, reconnaissance internationale et même un one-man show pour le fils. Quand une victime connaît un tel succès et une telle notoriété, on peut se demander quel réseau lui renvoie l'ascenseur et qui elle a potentiellement et à qui elle a potentiellement vendu son âme. Pour répondre aux interrogations de Stanislas Berton, on n'a pas besoin de chercher bien loin. L'Express, le journal L'Express, nous a vendu en kit ce qu'il fallait comprendre de cette affaire. Quand l'affaire Pellicot contredit les discours sur l'affaire Epstein et les élites corrompues, depuis la publication des Epstein Files, la lecture de Tous pourris, mettant particulièrement en cause les élites prédomine, quitte à en oublier l'un des enseignements majeurs des affaires des agressions de Mazan. C'est bien, il ne se cache même plus. La banalité du mal sexiste est présente chez les gens normaux. Ben voyons, ces fameux gens normaux, Pellicot, qui est un psychopathe, quant à ses complices, il a été montré qu'ils avaient tous des addictions à la sexualité. Remarquez que s'ils ont ce genre d'addiction, c'est peut-être parce que la gauche nous a survendu le libertinage pendant 3 siècles. Aujourd'hui, on appelle cela banalité du mal sexiste. Ils évoluent un peu, les gauchistes. Et puis, que de zones d'ombre très étranges en cette affaire. Voilà,
Gisèle Pellico est manipulée pour clore le dossier Epstein. Et voyez ce qui se passe. Depuis quelque temps, les dossiers Epstein ont disparu des réseaux sociaux. Il y a l'Iran, certes, mais il y a surtout Gisèle Pellico qui occupe ce dossier des mœurs. Et pendant qu'on écoute Pellico, les réseaux continuent leur sale boulot. Le ministre de la Justice, Dupond-Moretti, s'est moqué de Sandrine Josso, victime de soumission chimique par un sénateur. Il a voulu la déstabiliser, la terroriser et a torpillé son combat contre la soumission chimique. Dupond-Moretti doit répondre, comme dit Sandrine Josso. C'est sidérant. Merci à Factuel Off pour ses excellents reportages d'utilité publique. Nous ne sommes pas du même bord politique, mais vous travaillez pour la dignité et la découverte de la vérité. C'est hautement respectable. Dans ma description. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais à l'époque, j'avais soutenu Sandrine Josso dans son combat. À la mairie de Paris, violence dans le périscolaire. 9 animateurs d'une école maternelle parisienne suspendus. Les agents exerçaient à l'école publique Saint-Dominique, située dans le 7e arrondissement, dont Rachida Dati est la maire. Ils sont soupçonnés de violences physiques, sexuelles et de postures professionnelles inappropriées. Vous avez bien lu 9 prédateurs dans la même école. En bon français, cela s'appelle un réseau. Autrement dit, des gens qui se sont battus pour se retrouver au même endroit, pour commettre leurs crimes et surtout pour se couvrir mutuellement. Oui, cela ne peut pas être un hasard. Qui sont ces gens? Je vous en ai parlé dans mes derniers entretiens. Est-ce que la presse s'indigne de ce type de scandale? Ah non, non, non. Gisèle Pellico est en Espagne où elle reçoit des honneurs. Gisèle Pellico, décorée en Espagne de la croix de commandeur de l'ordre du mérite civil par Pedro Sanchez. Question. En quel honneur? Autre question. Pour quel fait exceptionnel? Votre avis? Je vous laisse répondre. Bribri et lui. Aurore. Brigitte Macron a évité de peu la catastrophe hier soir au lancement du magazine érotique Lui, relancé par Éric Nolot, dont l'un des principaux collaborateurs est la main droite de Jeffrey Epstein à Paris. Madame Macron était en effet annoncée à l'événement avec sa fille Tiffaine Ozière. Elle se serait retrouvée notamment aux côtés de Jean-Pierre Bourgeois, pilier du réseau donc de M. Epstein. Ce photographe, récidiviste, condamné à de nombreuses reprises pour proxénétisme aggravé et agression sexuelle, est le conseiller pictoriel de la revue érotique Lui. Cet intime de Jean-Luc Brunel, au cœur du trafic de jeunes femmes, souvent mineures, que le milieu de la mode alimente à Paris, était même annoncé comme le gérant de la société créée par M. Florentin, qui est par ailleurs l'éditeur de Tiffaine Ozière. M. Bourgeois était, selon nos informations, bien plus important que M. Brunel dans le dispositif constitué par Epstein à Paris. Tiens. Les défenseurs de Macron, oui, il en reste, ils sont peu nombreux, mais paradoxalement très visibles sur les réseaux sociaux, ont hurlé à la théorie du complot. C'est un tissu de mensonges. Eh bien, voyons voir. Jean-Pierre Bourgeois a bien été impliqué dans une affaire judiciaire distincte en France dans les années 1990. Il a été condamné pour proxénétisme aggravé, un peu comme Mimi Marchand, l'amie de Brigitte, dans une affaire de réseau de call girl de luxe impliquant des jeunes femmes aspirantes mannequins ou actrices. Jean-Pierre Bourgeois est bien cité dans les Epstein Files. Quant à Nolot, il est bien le directeur de Lui, et Jean-Pierre Bourgeois est bien son conseiller en photo pour la revue. Au fait, Gisèle Pellico est à la TV américaine. Quoi? Vous en avez rien à faire? Je continue? Oui, je continue. Pascal Praud et Éric Nolot. Rumeur autour de Brigitte Macron. Je me suis interdit de commenter cette affaire, c'est sidérant, réagit Éric Nolot. Et vous vous souvenez également que le Éric Nolot avait hurlé contre ceux qui avaient osé se moquer de Bribri. Et le voilà à la tête de Lui. Comme quoi, quand on lèche les dessous des pantoufles des Macron, et puis peut-être entre Bribri et Éric, il y a la convergence des luttes. La police bulgare. Pourquoi la police bulgare? À l'époque, fin des années 1980, la Bulgarie était encore sous régime communiste.
Nolo a expliqué dans plusieurs entretiens, par exemple à Gala en 2015, qu'un Français fréquenter une jeune Bulgare était mal vu par les autorités. Il était surveillé par la police politique. Il était professeur et il fréquentait une élève. Bribri, Nolo, professeur de français, mineur, ils ont tant à se raconter. Mais depuis l'élection d'Emmanuel Macron, Éric Nolot n'a plus tout à fait la conscience tranquille. En 2022, il affirme que c'est une légende urbaine. Il n'est jamais sorti avec sa femme Véronica lorsqu'elle était mineure. Il affirmait le contraire en 2015. Le dialogue rapporté est le suivant, transcrit de manière quasi identique dans plusieurs sources récentes qui le ressortent. Laurent Ruquier, elle était mineure? Précisément, maintenant il y a 22 ans de mariage. J'espère qu'il y a prescription quand même. Ça vous a posé des problèmes là-bas en Bulgarie? Ah, ce n'était pas très bien vu. Il précise ensuite, elle était en première, terminale, donc tout juste mineure, mais mineure. Laurent Ruquier conclut, c'est une histoire incroyable quand même. Vous avez rencontré votre épouse alors qu'elle était votre élève et vous l'avez fait venir en France une fois qu'elle était majeure. Faut-il rappeler que c'est un délit de détournement de mineurs avec circonstances aggravantes, professeur, autorité. Ah, Pellico est sur les chaînes de radio françaises. Bon, ça va, j'ai compris. Bribri et sa fille Tiphaine étaient-elles invitées à l'inauguration de lui? Eh bien, blackout pour l'instant de l'Élysée, il n'y a pas de communication précise à ce sujet. Mais à chaque fois, qu'est-ce que vous remarquez? Les mêmes, ces macronistes, Epstein et des proxénètes. À Ville de Paris, un animateur du périscolaire parisien visé par 3 plaintes pour agression sur mineurs. La liste des animateurs du périscolaire parisien ciblés pour des atteintes physiques, psychologiques ou sexuelles envers des jeunes enfants continue de s'allonger. Un animateur en maternelle à Paris fait l'objet de 3 plaintes. La France, plaque tournante de cette criminalité, et la justice ne fait strictement rien. D'ailleurs, Jacques Lang n'est toujours pas en prison. Pourquoi? Au fait, il y a une interview de Gisèle Pellico sur Europe 1. Bon, je crois que vous avez compris. Nucléaire et Pustula. La réduction de la part du nucléaire en Europe était un choix, et avec le recul, c'est une erreur stratégique, concède Layenne, président de la Commission européenne au sommet de l'énergie nucléaire. Ils ont traité les pro-nucléaires de fous, de complotistes. Et au passage, ce n'était pas une erreur stratégique, mais une décision réfléchie, notamment pour s'aborder le nucléaire français. Green Deal, agriculture, Mercosur, gaz russe, automobile, frontières et maintenant le nucléaire. Mais sur quoi ne s'est-elle pas trompée, la pustula? Ça ira peut-être plus vite si elle commence par là. Et le poudré, vous en souvenez, c'était le petit VRP de Davos. Sur le nucléaire, concrètement, 14 réacteurs de 900 seront fermés d'ici 2035. Ce mouvement commencera à l'été 2020 avec l'arrêt définitif de 2 réacteurs de Fessenheim. Il se prolongera avec la fermeture de 4 à 6 réacteurs avant 2030. Macron est furieux contre le nul qui a sabordé le nucléaire français. Oui, car hier, il a vanté le nucléaire, cette filière performante. Un vrai guignol. Et il y a également ces images. La haie d'honneur de l'équipage du porte-avions Charles de Gaulle pour Emmanuel Macron. Quel enfer! Macron ne mérite rien de cela. J'imagine ce qui se passe dans la tête de nos soldats quand ils voient devant eux cet homme jouer au chef de guerre, alors qu'il passe sa vie à trahir la France, y compris jusqu'à notre dissuasion nucléaire. Et sur le conflit au Moyen-Orient, Macron c'est comme, et il enchaîne les propositions débiles. Sa dernière, une coalition internationale pour réouvrir le détroit d'Ormuz. Tout le monde s'est moqué de lui. Trump en personne. Pour mieux comprendre les enjeux économiques, diplomatiques et stratégiques, l'analyse brillante de Philippe Murer. L'interview. Bonjour Philippe, on est vraiment très heureux de vous recevoir une fois de plus dans ces entretiens. On a besoin de votre expertise sur la guerre entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Est-ce que l'on peut affirmer que c'est un bourbier?
Bonjour Louis, je suis tout autant heureux d'être reçu chez vous, une émission que j'apprécie particulièrement. Euh, Est-ce que c'est un bourbier? Oui, c'est un bourbier. Cette guerre, qui est une guerre militaire, mais qui est aussi une guerre économique, et on va en parler probablement, c'est un bourbier pour les Américains. Aujourd'hui, on en est où? En fait, hier, Trump a fait quand même une proposition de paix. Il a dit la guerre est terminée, nous avons atteint nos objectifs, qui est une façon de dire je suis prêt à me retirer. Et il a demandé aux Iraniens de débloquer le détroit d'Ormuz, sous peine d'avoir un déluge de feu, certes, mais voilà, il attend cette fin de la guerre. Or, ce qui est très important, c'est que les Iraniens ont rétorqué nous ne voulons pas la fin de la guerre aujourd'hui, nous voulons l'arrêt des sanctions et tout un tas de choses pour arrêter la guerre. Voilà où on en est. Donc on est dans une situation bloquée où les Américains aimeraient bien se retirer et les Iraniens disent non, ça sera à nos conditions. Donc on est vraiment dans un bourbier. Pourquoi? Parce que c'est une guerre du faible, les Iraniens, au fort, les Américains et Israël, que les Iraniens n'ont pas cédé, que les Iraniens n'ont pas cédé de terrain, que les Américains, qu'ils ont bloqué le détroit d'Ormuz, que les Américains, qui sont une puissance navale quand même, la plus grande puissance navale qu'on ait jamais vue, ne peut pas pénétrer dans le détroit d'Ormuz et ne risque pas d'y pénétrer, ne veut pas prendre le risque d'y pénétrer parce que les Iraniens ont des armements pour les en empêcher. Que les Iraniens conservent, d'après les meilleurs spécialistes, plus de la moitié de leurs missiles, c'est-à-dire plus de 1000 missiles, et des drones en veux-tu en voilà. Ils produisent 15 000 drones par an et ils ont au moins 30 000 drones en réserve qui peuvent faire aussi beaucoup de mal. Et au niveau naval, on croit que les Iraniens sont morts. Ils se sont fait couler leurs gros bateaux, pas mal de gros bateaux, mais il leur reste 300 vedettes lance-missiles qui ferment le détroit d'Ormuz et des drones qui sont capables aussi d'aller détruire les bateaux américains. Voilà, donc on est complètement bloqué puisque les Américains ne peuvent que bombarder au niveau aérien et encore bombardés principalement par des missiles, même pas aller lancer les B-52 et les B-2. Ils n'ont même pas une domination suffisante du ciel, malheureusement pour eux, pour pouvoir lancer leurs bombes. Donc on est voilà. Donc maintenant, si la situation dure, c'est très problématique parce qu'on connaît ce problème du détroit d'Ormuz bloqué et donc de l'approvisionnement en pétrole du monde. 20% de l'approvisionnement en pétrole du monde est aujourd'hui bloqué. Et donc, c'est un problème gigantesque. Il ne faut pas que ce bourbier dure, sinon les problèmes seraient absolument catastrophiques. Alors, il faut aussi ajouter que les Qataris, les Koweïtis, les Saoudiens seraient prêts à ne plus produire de pétrole. D'ailleurs, ils sont empêchés par la guerre, mais de ne plus produire pour faire une flambée du baril de pétrole qui obligerait les Américains à céder très rapidement. Et c'est là où Alors, on c'est une vient. possibilité, mais je me permets d'ajouter un Oui, point. Le détroit d'Ormuz bloqué, ça fait que le pétrole ne peut pas passer, 20% du pétrole mondial, donc les stocks baissent petit à petit. Mais l'autre problème qui est encore plus grave, c'est que les puits commencent à fermer. Donc, comme les stocks sont complètement remplis en Iran, ils ont pas pu sortir, le pétrole n'ayant pas pu sortir, les stocks ont été remplis en Irak, pardon. Eh bien, l'Irak a commencé à fermer des puits. Et tous les puits seront fermés d'ici quelques jours. Les puits du Koweït vont commencer aussi à fermer. Donc, dans une semaine ou deux, il y a une quantité très importante, à peu près la moitié des puits qui seront fermés et qui mettront des mois à redémarrer. Donc non seulement la crise sera dure à débloquer avec le détroit d'Ormuz, mais en plus elle mettra du temps à retrouver ces quantités de pétrole en fait qui manquent parce que les puits seront fermés. Voilà la gravité de la situation. ce qui suggère qu'on aurait un prix du baril de Brent qui pourrait monter à 150, 200 dollars, selon certaines prévisions. Ça, c'est une possibilité si la guerre continue. Et en plus, ils descendront très doucement si jamais les puits ont été fermés parce qu'il faudra du temps pour les débloquer. Et quelles sont les conséquences de ce prix du baril sur l'économie américaine? Parce qu'on a l'impression que c'est ce prix du baril qui pousse Donald Trump à régler cette guerre très rapidement. Oui, et je crois que vous l'aviez annoncé, et moi-même je l'annonce depuis une semaine, le facteur clé, c'est le prix du baril. Parce que si le prix du baril est trop élevé, premièrement, ça veut dire qu'il y aura de l'inflation, que les consommateurs américains qui souffrent déjà, qui ont du mal, qui sont de chèque de paye en chèque de paye et qui empruntent énormément d'argent à court terme sur leur carte de crédit pour tenir, eh bien, vont être complètement, encore plus, la tête sous l'eau, qu'il y a les élections de mi-terme dans 6 mois, et donc que c'est un problème majeur pour l'économie américaine et pour Donald Trump et les républicains.
qui à ce moment-là risque de perdre les élections de mi-terme à cause de cela, et qui en plus, Trump risque l'impeachment. Donc on voit que la situation est quand même extrêmement dangereuse pour Trump et pour les républicains. Avec des risques d'inflation aussi. Les risques d'inflation qui ne seront pas compensés par de l'inflation par le pétrole, donc pas compensés par des hausses de salaire. Des risques de krach financier, parce que si l'inflation est élevée à cause des prix du pétrole, à ce moment-là, on aura un krach financier qui est quasiment automatique, et donc un krach économique, et donc une situation totalement dégradée pour Trump et les républicains qui affronteront leurs électeurs avec « nous avons dit que nous n'avons pas fait de guerre, ben nous avons fait une guerre », et cette guerre, en plus, est en train de provoquer des problèmes gravissimes pour les Américains. Voilà, donc une situation vraiment extrêmement dangereuse si la situation reste bloquée. Il y a également peut-être une catastrophe diplomatique parce que les États-Unis s'étaient présentés comme le protecteur du Moyen-Orient et nous constatons que les Iraniens sont efficaces, en tous les cas, pour lancer des drones sur une partie de ces pays, Koweït, Émirats, Dubaï et compagnie. Comment peut-on gérer comment les Américains peuvent gérer justement cette déception de ce Moyen-Orient? Il y a une vraie déception, on l'a vu à travers l'intervention d'un milliardaire de Dubaï. Vu ce qu'il a dit et les mots durs envers les Américains, on peut penser qu'une chose, c'est que ce milliardaire qui a construit la tour Burj Khalifa avait l'aval des autorités de Dubaï, des Émirats arabes unis pour le dire. Il a dit, écoutez les Américains, vous avez fait une guerre avec laquelle nous n'étions pas d'accord depuis notre sol, et maintenant vous essayez de nous entraîner dans la guerre. Et derrière, vous allez nous laisser en fait seuls face à l'Iran dans une guerre régionale. Non, on n'est pas d'accord du tout. Donc il y a un vrai problème parce que non seulement les Américains devaient défendre ces pays, mais en fait, ils les ont mis sous les attaques en fait, de l'Iran. Ils les ont mis dans une guerre qu'ils ne voulaient pas. Donc effectivement, il y a un vrai sujet là-dessus qui est le sujet pour après. C'est est-ce que les Américains auront tant de pouvoir dans la région? C'est très peu probable. Est-ce qu'il n'y aura plus que des bases américaines? Elles vont déménager, je ne pense pas qu'on ira jusque-là, mais peut-être qu'à côté des bases américaines, il y aura des bases chinoises pour que le Golfe, qui est le cœur de l'économie mondiale, soit protégé par différentes puissances et plus seulement par les Américains. Donc c'est une perte de pouvoir gigantesque dans ce cas-là pour les Américains. Et car on a l'impression que Donald Trump n'est pas si dominant que cela, puisqu'il a besoin de l'aide des Russes. C'est une ironie de l'histoire que certains peuvent juger croustillante. Donald Trump a demandé à Vladimir Poutine de l'aide. Vous avez raison, et j'ai oublié de le dire effectivement au départ, c'est que non seulement hier, Trump a dit tous nos objectifs de guerre sont atteints, ce qui voulait dire normalement on arrête la guerre dans ces conditions. Mais en plus, il a appelé au même moment Vladimir Poutine pendant 1 heure pour lui demander d'arrêter la guerre en Iran et en Ukraine en même temps. Donc on voit la forme de panique et la puissance qu'a pris la Russie en ayant une position diplomatique stable et assez sérieuse par rapport à des Américains qui sont quand même fort démunis, malheureusement pour eux. Et il a aussi, Trump a permis quelque chose qui semblait impensable il y a encore 15 jours, c'est de permettre aux Russes de vendre leur pétrole, alors que les Européens ont décidé de quitter le champ de pétrole russe. C'est la première fois depuis 4 ans. Donc on voit effectivement la situation de faiblesse des Américains avec cela. Je vous remercie de le dire parce que ça démontre exactement ce qu'on est en train de dire. Donc, un Donald Trump affaibli qui tient un discours musclé pour cacher en fait compte une défaite, hein, parce que là, certains même n'hésitent pas à écrire aux États-Unis que Trump est dans une logique de défaite. Ah bon, on est dans une défaite stratégique qui est terrible pour les Américains. Hein, qui est terrible pour les Américains. Pourquoi? Parce que ils sont allés attaquer par une guerre d'agression, hein, disons-le factuellement. Hein, je veux dire, je ne prends position pour personne. Hein, là, on analyse les choses froidement. Mais c'était une guerre d'agression qui n'était pas provoquée, en pleine négociation avec les Iraniens, où les Iraniens étaient prêts à lâcher d'ailleurs pas mal de choses selon le médiateur omanais, et que les négociations étaient presque terminées. Donc, guerre d'agression. Ils sont en train de vouloir repartir sans avoir réussi à atteindre aucun objectif. Il y a encore la moitié des missiles, ne parlons pas des drones. Certes, une partie de la marine iranienne est détruite, mais ils conservent une marine. Ils ont le beau rôle, le régime est renforcé. Ils voulaient renverser ce régime et mettre quelqu'un à sa place.
Mais évidemment que le régime qui est en train de gagner cette guerre, en tout cas pour l'instant, contre les Américains, si les Américains partent, le régime est renforcé. Les Iraniens auront tenu, quoi. Donc, effectivement, c'est vraiment très compliqué pour les Américains aujourd'hui, hein. C'est une défaite stratégique absolument terrible. Et je rajoute ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le fait que, est-ce que les pays du Golfe peuvent encore compter sur les Américains? Il y a un doute de leur côté, et donc c'est tout le rôle international du dollar qui s'appuie sur les pays du Golfe et la puissance américaine sur le contrôle des sources d'énergie qui est aussi remis en partie en question, qui pourrait être partagé avec les Chinois. Parce que n'oublions pas qu'une des causes de cette guerre, il y a différentes causes, mais une des causes, c'est quand même de contrôler, après la source du pétrole au Venezuela, de contrôler une autre source de pétrole qui va en Chine, c'est-à-dire l'Iran et le Golfe Persique autour. Et donc, ils sont en train de rater sur tous leurs objectifs de guerre. Je vais vous lire une phrase un peu humoristique, mais d'humour grinçant. Si vous vous sentez inutile, souvenez-vous qu'il a fallu 20 ans, des milliers de milliards de dollars et 4 présidents américains pour remplacer les talibans par des talibans. Et un commentateur iranien a dit 12 jours de guerre, assassiner l'ayatollah Khamenei pour le remplacer par un autre ayatollah Khamenei, son fils. C'est là où peut-être on mesure le- l'imbécilité stratégique de cette guerre. Ah oui, la défaite stratégique et la défaite stratégique. Alors moi, je ne suis pas opposé aux Américains. J'ai plutôt soutenu Trump. En tout Et cas, en nous tant que aussi. Français, je me réjouissais de tout que Trump arrive au pouvoir parce qu'il avait dit qu'il ne ferait aucune guerre, ce qu'il avait fait dans son premier mandat. Il avait plutôt terminé des guerres, comme en Syrie, laisser les Russes stabiliser le pays, quoi. Ce qui était quand même, pour un président américain, un courage incroyable, quoi. Et là, il est rentré dans un autre jeu de guerre. Donc, vraiment, je ne suis pas opposé aux Américains. Et en Et plus, il le faut, sort des Européens et des Américains, soyons clairs, il est un peu lié. Nous sommes les Occidentaux. Nous sommes alliés depuis 200 ans. Et nous sommes vus comme un bloc, hein, que ce soit vrai ou faux, par le Sud global. Donc, moi, je ne m'en réjouis pas, mais on est dans une impasse stratégique, une défaite stratégique. Pour vous dire, moi, ce qui me semble, c'est que la paix n'a jamais été aussi proche, parce que les Américains ont absolument besoin de partir pour éviter la crise économique dont on parlait. Et pour éviter qu'Israël soit détruit par les missiles iraniens, parce que on n'en a pas parlé, mais Israël est de plus en plus attaqué par des missiles iraniens, notamment à Tel Aviv et même Jérusalem, selon les sources israéliennes même. Donc la paix n'a jamais été aussi proche, mais paradoxalement, les risques n'ont jamais été aussi élevés. Parce que s'il y a une humiliation totale des États-Unis et d'Israël, il y a le risque suprême que je n'ose envisager, mais qui est le risque d'une bombe nucléaire israélienne qui tombe sur l'Iran pour finir le match, ce qui aurait des effets totalement dévastateurs et gravissimes. Donc, j'espère que les Iraniens ne vont pas chercher trop loin, ne vont pas aller trop loin, parce que dans ce cas-là, on peut avoir une réplique absolument gravissime. Il faut que tous les acteurs, et les Poutine, et malheureusement le président français ne le fera pas, mais tous les acteurs et les puissances calment le jeu pour que ça ne se transforme pas en une déroute absolument énorme pour l'humanité. oui, je voudrais revenir sur la déception Trump. Il faut rappeler que Trump avait obligé les belligérants de la région à signer les accords d'Abraham, qui avaient été une source de prospérité et de développement pendant plusieurs années. Et il fait exactement l'inverse, il détruit les accords d'Abraham en 2026. Il y a ce côté un peu destructeur chez Trump qui est souvent, qui est quand même décevant. Ouais. Il détruit ce qu'il a lui-même créé. Et Bah en oui. fait, c'est d'autant plus intéressant, et je rebondis dessus, c'est que les Arabes, en fait, les pays de la péninsule arabique et les pays du Golfe se sont mis dans cette logique de développement économique qui est liée aux accords d'Abraham. Et justement, ils sont extrêmement déçus parce que là, ils sont dans la destruction militaire, mais aussi économique de leur pays. C'est un pays comme Dubaï qui vit du tourisme, les Émirats arabes unis, c'est effectivement totalement dévastateur ce qui s'est passé. S'en remontre-t-il vraiment? C'est pas évident. Donc, les accords d'Abraham étaient une bonne chose. Et effectivement, Trump les détruit. Il y a quelque chose d'assez paradoxal, quoi, en fait. Alors, nos compatriotes sont très inquiets de cette guerre. On a évoqué quelques raisons, mais sur le plan économique, qu'est-ce que peut craindre les Français? Qu'est-ce que l'on peut craindre? Ben, ce qu'on peut craindre, c'est que la crise, si la guerre ne se résout pas rapidement, on va avoir le pétrole qui va continuer à grimper.
Tout simplement parce que il y a 20% de pétrole qui manque dans le monde chaque jour. Et donc, on se retrouve avec des stocks qui baissent. Donc, le pétrole qui grimpe ou qui reste très élevé, ça crée ce problème de crise économique, mais qui n'est pas français, hein, crise financière et économique mondiale. Rappelons juste un petit point là-dessus. C'est que le fait que des fonds appartenant à BlackRock, le gérant financier américain, qui pèse 10 000 milliards de dollars, qui a 10 000 milliards de dollars d'épargne américaine à gérer, le fait qu'il soit obligé de fermer des fonds, ce qui nous rappelle 2008. C'est-à-dire que les clients ne peuvent plus retirer de l'argent d'un des plus grands fonds de BlackRock qui pèse 26 milliards. Après Blackstone, après Blue Wall, on voit les prémices d'une crise financière potentielle, comme en 2008, enfin, avec des prémices similaires à ceux de 2008. Donc, s'il y a une crise financière, il y a une crise économique. Donc, on voit qu'on a des risques absolument gigantesques qui pourraient se coupler aussi avec des risques d'inflation avec la hausse des prix du pétrole. Donc, c'est extrêmement grave pour tous les pays du monde, mais c'est aussi très grave pour la France et pour toute l'Europe. Pour l'Europe, parce qu'elle n'a pas de source d'énergie fossile, donc c'est très embêtant. Elle s'est coupée elle-même des sources d'énergie fossile de la Russie. Et maintenant, si le Moyen-Orient est partiellement coupé, c'est catastrophique. Donc, ça nous créerait une crise inflationniste, perte de pouvoir d'achat, encore une fois, comme en 2022, une crise inflationniste aussi sur l'alimentation, ce qui est le plus important, puisque les prix de l'alimentation sont liés au prix de l'énergie et au prix des engrais, qui ne sortent plus du Golfe. Donc voilà, des entreprises qui seraient détruites, de nouveau des faillites d'entreprises, un appauvrissement général, et tout cela avec le niveau de la dette et du déficit public qui est aujourd'hui très élevé. Donc on voit, la montée des risques est gigantesque. Il y a un risque qu'il ne faudrait pas oublier. Il se nomme Emmanuel Macron et ses idées qu'on va qualifier loufoques pour rester poli. Il a demandé, ou tout au moins en gérant avec le G7, que on propose sur le marché les fonds stratégiques de pétrole. Certains disent que c'est une idée dangereuse. Est-ce que vous... Alors, les fonds stratégiques de pétrole, les grands pays occidentaux, à peu près chacun, la France, je crois, a 2-3 mois de consommation de pétrole dans des réserves stratégiques, au cas où tout soit bloqué. C'est vrai que la logique, c'est de l'utiliser au moment où il y a un risque de pénurie. Là, ils veulent l'utiliser et dévoyer l'utilisation pour faire baisser les prix du pétrole. C'est ça qui a été utilisé d'ailleurs par Trump et Macron et tous les pays du G7 qui ont dit hier, alors que le pétrole était autour de 110 $ le baril, nous allons faire baisser les prix des pétroles, en gros, en disant qu'on va libérer des fonds de réserve stratégiques. Ça a été utilisé hier. Donc ça serait quand même assez dangereux si la guerre, si c'est pas dans la logique que la guerre se termine dans quelques jours. Effectivement, c'est quelque chose de complètement fou. Je voulais ramener un autre point où Macron est complètement fou. À force de vouloir faire de la politique de communication en politique étrangère, il a proposé le truc le plus idiot que tout le monde a proposé pendant cette guerre. C'est-à-dire que les navires français, avec d'autres pays, avec une coalition internationale, aillent débloquer le détroit d'Ormuz et accompagner les bateaux. Et si Macron fait ça, ces bateaux vont être tirés à vue par les Iraniens, qui l'ont dit 10 000 Ah fois. oui, ça va être du tir au pigeon. Voilà. C'est Ce généralement... qui nous entraînera dans la guerre. Ah Ce qui oui, nous entraînera dans la guerre. Les Iraniens ont des drones sous-marins pour détruire plein de bateaux. Les Iraniens ont des missiles hypersoniques. Ils ont des vedettes lance-missiles. Les même avec Américains du vont sol-sol, y aller, mais la France irait débloquer le détroit d'Ormuz et nous mettre dans la guerre, alors que ce que doit faire un président français aujourd'hui, ce n'est pas notre guerre, c'est d'essayer de pacifier les choses et surtout de protéger les Français et la France pour être loin de cette guerre, qui n'est pas notre guerre. Merci beaucoup, Philippe, pour ces explications. Et je crois que la communauté est maintenant armée pour répondre à toute la propagande que l'on entend à la télévision. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup, Louis, et bonne journée à vous. J'espère que vous avez apprécié l'excellente analyse de Philippe Murer. Lundi, j'avais affirmé que la flambée du prix du baril allait mettre fin à la guerre. Oui, ce serait intenable pour non seulement l'économie américaine, mais l'économie mondiale. Et que Trump, malgré des objectifs qui n'étaient pas atteints, allait chanter victoire. J'ai reçu un tombeau d'insultes. Et puis, le réel. Il s'agissait simplement d'une excursion. Donald Trump calme le jeu avec l'Iran pour faire baisser le cours du pétrole. Dans un entretien téléphonique avec CBS News, Trump a dit « Je pense que la guerre est très complète, à peu près, en affirmant que l'Iran n'avait plus de marine, d'armée de l'air, ni de communication.
Les médias francophones, comme le Journal de Montréal, Radio-Canada, Le Figaro, rapportent des formulations similaires. La guerre est presque terminée, quasiment finie ou pratiquement terminée. L'administration Trump, dans un second temps, a bien assoupli temporairement les sanctions sur le pétrole russe pour permettre à l'Inde d'en acheter. Depuis début mars 2026, autour du 5-6 mars, le département du Trésor américain, sous la direction du secrétaire Scott Bessent, a émis une dérogation de 30 jours. Depuis ces annonces, le prix du baril de Brent est retombé à 87 $. Je rappelle que lundi, c'était monté jusqu'à 120 $ le baril de Brent. Mais ce qui est ennuyeux, c'est que les Américains, pour que la baisse soit plus importante, ont menti à l'opinion mondiale. Explication. L'Iran affirme qu'aucun navire américain n'a osé s'approcher du détroit d'Ormuz. Et oui, le ministre américain de l'énergie, Chris Wright, a supprimé mardi un message publié quelques minutes plus tôt, annonçant que la marine américaine avait escorté un premier pétrolier pour lui permettre de franchir le détroit d'Ormuz. Reuters confirme. La marine américaine informe le secteur maritime que les escortes du détroit d'Ormuz ne sont pas possibles pour le moment. Et les services de renseignement américains observent des signes indiquant que l'Iran pourrait préparer le déploiement de mines navales dans les voies de navigation du détroit d'Ormuz. Les mines attendront donc la flotte française, promise hier par Macron. J'espère que nos soldats vont refuser cette équipée qui fait de nous les larbins d'une guerre qui n'est pas la nôtre. Oui, la vidéo sur le sujet. Quant aux naïfs qui pensent que la Navy pourrait déminer le détroit d'Ormuz, je les renvoie aux experts qui expliquent qu'il serait, sous le feu iranien, un vrai tir au pigeon. Trump doit donc se dépêcher de proposer une paix solide aux Iraniens, car nous allons vers une crise économique de grande ampleur. J.D. Vance pourrait-il revenir dans la course ? François Asselineau. Discorde à la Maison-Blanche, alors que la coalition américaine-israélienne est de plus en plus inquiète sur l'issue de la guerre lancée imprudemment et illégalement contre l'Iran, et que les Iraniens semblent plus déterminés que jamais à briser ses agresseurs, les observateurs notent le silence assourdissant et la quasi-disparition du vice-président J.D. Vance. Le Télégraphe, journal anglais, rappelle à cet égard qu'il s'était vigoureusement opposé à toute intervention militaire à l'étranger. Et certains pensent que le torchon brûle actuellement entre Trump et J.D. Vance derrière les portes capitonnées de la Maison-Blanche. Signalons qu'en cas de déroute électorale de Trump et des républicains aux élections de mi-terme, en novembre prochain, une large majorité démocrate pourrait être tentée de destituer Trump pour toute une série de manquements graves à sa fonction et d'abord pour son implication présumée criminelle dans les dossiers Epstein. En cas d'impeachment de Trump, Vance deviendrait immédiatement le 48e président des États-Unis. Ce serait une excellente nouvelle pour les Américains et je pense pour la Terre entière. La situation résumée par Philippe de Villiers. Une guerre n'est juste que si elle relève de la légitime défense. Pour cela, 3 conditions doivent être réunies. L'imminence, la menace doit être immédiate et réelle. Ce n'était pas le cas pour l'Iran. L'ultime recours, toutes les voies de la négociation doivent avoir été rigoureusement épuisées. Ce n'était pas non plus le cas. Le négociateur d'Oman avait expliqué qu'on était proche d'un accord. La proportionnalité. Le mal engendré par le conflit doit être inférieur au mal que l'on prétend corriger. Là encore, ce n'est pas le cas. Les mollahs sont toujours là et la souffrance des populations civiles est totale. Tiens, puisque je parle d'essence, quand les stations-service rançonnent les Français avec un prix à presque 3 €, il faut juste que l'État intervienne. Menace de perte de licence, amende pour que cette arnaque cesse. Le marché n'est pas un dieu, il doit être régulé à minima par l'État. Complètement surréaliste, une station-service dans les Deux-Sèvres affiche des prix de carburant frôlant les 3 € le litre. Le prix du baril de pétrole explose, mais cela n'explique pas tout. Mais voilà ce qu'on oublie de vous dire. Le prix à la pompe ne monte pas à cause du pétrole seul. Depuis le 1er janvier 2026, merci l'Europe, une nouvelle taxe a été mise en place discrètement. 5 à 6 centimes par litre, sans débat, sans vote. Et cela représente déjà environ 2/3 de ce que vous payez à la pompe. Oui, les taxes. Sur 1,93 le litre, voici comment sont décomposées les taxes.
Et avec ces européistes qui refusent la main tendue de Vladimir Poutine, cela ne fera qu'empirer. Mais on peut garder espoir, pour une raison simple. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a déclaré mardi que la Russie était jusqu'à présent le seul gagnant du conflit au Moyen-Orient, dans un contexte de hausse des prix de l'énergie et de diminution de l'attention internationale portée à la guerre en Ukraine. Et l'Union européenne, l'éternel dindon de la farce. Ça, c'est mon observation. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy, une histoire de drone. La DZ Mafia déploie des drones thermiques avec brouillage GNSS pour protéger ses convois de stupéfiants dans les quartiers nord. Alors oui, mais Macron adopte actuellement une posture défensive pour ouvrir le détroit d'Ormuz. Il y a des priorités. Pendant 10 jours, j'ai été harcelé par des gens qui m'expliquaient « Vous êtes du côté des mollahs, parce qu'il faut se battre pour faire tomber les mollahs ». La blague, ce n'est même plus un objectif de Donald Trump, ni d'ailleurs frapper les installations nucléaires. Il y en a certains qui ne retiennent aucune leçon du passé. Souvenez-vous avec l'Afghanistan. Si vous vous sentez inutile, souvenez-vous qu'il a fallu 20 ans, des milliers de milliards de dollars et 4 présidents américains pour remplacer les talibans par les talibans. Les guerres permettent justement à ces régimes totalitaires de rester en place. Iran, guerre, confidence d'un Iranien, joint au Moyen-Orient, Malbruno. Trump a réussi à ce qu'un Khamenei succède à un Khamenei. Ce qui était impensable avant la guerre de juin dernier, même probablement au sein du système, opposé à une dynastie au sommet du pouvoir en Iran. C'est vraiment pas glorieux. Et oui, faire la guerre, c'est le meilleur service que l'on peut rendre aux mollahs. Ah, j'aime bien ça. USA, Angleterre, Chine et Italie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.